Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today et nous sommes actuellement en direct, c'est l'invité du dimanche. L'invité du dimanche, c'est une émission qui se passe tous les dimanches en direct de Washington DC. Alors aujourd'hui c'est dimanche et comme tous les dimanches, nous essayons d'avoir beaucoup d'invités et voilà, nous sommes ici en direct dans cette édition de l'invité du dimanche. Je m'appelle Alain Pierre. Alors beaucoup de personnes me posent la question, comment faire pour regarder Afrique Today? C'est très simple, vous pouvez regarder Afrique Today sur 4 plateformes en même temps. Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Afrique Today est déjà disponible sur toutes les Smart TV. Téléchargez nos applications. Alors vous allez regarder Afrique Today partout dans le monde, à n'importe quel endroit vous vous trouvez. Parce que aujourd'hui c'est le monde du digital qui fait sa force. Alors aujourd'hui, on va encore repartir du côté du Sénégal et vous le connaissez déjà, mais je vais encore lui demander de se présenter. J'ai actuellement en direct du côté du Sénégal Dr Alioba qui est actuellement en direct avec moi. Salut docteur et bienvenue sur Afrique Today. Bonjour Alain, bienvenue. Je suis Dr Alioba, je salue tous les auditeurs de Afrique Today. C'est toujours un réel plaisir d'être invité par votre chaîne et de faire la situation à travers le monde de la pandémie de la COVID-19. Ok, docteur Alioba, alors on sait, vous vous êtes déjà présenté, mais il y a encore ceux qui ne vous connaissent pas. Je vous donne encore l'occasion de vous présenter. Qui est docteur Alioba? Merci Alain Pierre. Je suis docteur d'État en pharmacie, diplômé de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et de l'Université de pharmacie de Caen, où j'ai fait sciences humanitaires, mission d'urgence et licence sanitaire. J'ai un bac, un doctorat d'État en pharmacie, option biologie. J'ai fait quelques organisations internationales. J'ai fait le supply chain et là, je dirige un laboratoire qui s'appelle Daico Pharmaceutique Charles à Dakar au Sénégal. Ok, merci docteur. On a beaucoup parlé, les gens vous connaissent déjà, les gens ont beaucoup regardé les émissions que nous avons fait ensemble. Alors aujourd'hui, quelle est la situation de la pandémie au niveau du Sénégal et dans le monde? Merci Alain Pierre. Aujourd'hui, nous avons la situation, nous allons faire d'abord la situation au niveau du Sénégal. Au niveau du Sénégal, la situation est de 2976 cas, presque 3000 cas de personnes qui sont malheureusement atteintes par cette pandémie de coronavirus. Heureusement, nous avons quand même des personnes qui guérissent. Nous avons 1416 personnes qui sont guéries, totalement remis de la pandémie. Et nous avons 1525 personnes qui sont sous traitement. Et naturellement, nous avons perdu quelques 34 personnes. Nous profitons de l'occasion pour prier pour le repos de leur âme. Partant du Sénégal, nous parlons un peu de l'Afrique. Comme vous le savez, l'Afrique également, la pandémie est en train d'avancer un tout petit peu. À l'heure où nous sommes à plus de 100 000 personnes, en l'occurrence 103 000 personnes qui sont atteintes. Heureusement, 41 444 personnes sont remises, c'est-à-dire sont guéries, totalement guéries. Et malheureusement, 3186 personnes ont perdu la vie à travers l'Afrique. Mais c'est important aussi de faire la part des choses pour montrer qu'il y a des pays qui sont fortement touchés et les pays les moins touchés. Par exemple, si nous prenons le cas du Sénégal, nous sommes au rang du 10e pays africain le plus touché par cette pandémie. Mais il y a le top 5 constitué de South Africa, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, avec plus de 17 000 cas. L'Égypte, qui est le pays africain le plus touché, avec plus de 19 000 cas. Et suivent l'Algérie, le Maroc et le Nigeria, qui sont touchés également à plus de 7 000 cas chacun. Donc si on prend les 5 pays que j'ai cités tantôt, constituent pratiquement la moitié des cas, parce que les 5 pays constituent plus de 57 000 cas sur les 103 000 cas. Donc tout le reste est réparti à travers les 49 autres États. Comme vous le savez, l'Afrique compte en 55 États ou 54 États. Donc l'ensemble des pays sont touchés. Il y a 2 pays quand même qui sont carrément remis, à savoir Lesotho et les îles Seychelles, heureusement pour eux. Tous les patients qui étaient atteints de la COVID-19 vraiment sont guéris et vraiment, Dieu merci, ils continuent à vaquer à leurs occupations. Malheureusement, dans certains pays, l'épidémie ou bien la pandémie est présente et avance beaucoup.
Donc, c'est important d'en parler et de dire que la situation, quand même, elle est toujours calme, mais sous tension. C'est important, il ne faut pas que les gens relâchent, on va y revenir de façon beaucoup plus large. Et ce qui nous marque le plus, c'est le pays comme les États-Unis, le pays qui vous intéresse le plus, là où vous êtes. C'est important de signaler que c'est le pays le plus touché malheureusement, avec 1 642 000 personnes. Heureusement, il y a des guéris, quelques 398 000, et malheureusement, plus de 97 000 personnes ont perdu la vie. Donc, à travers le monde, à l'instant où nous sommes à plus de 5 304 000 personnes qui sont touchées. Et près de 2 159 000 personnes sont remises, c'est-à-dire sont carrément guéries. Et malheureusement, nous avons perdu plus de 340 000 personnes. Donc, à l'heure où nous sommes, on peut dire qu'à travers le monde, la pandémie Covid-19 a tué plus de 340 000 personnes. Donc vraiment pour dire que cette pandémie, elle a causé un tort énorme à l'humanité tout entière. Parce que 340 000 personnes qui sont mortes, malheureusement, d'une pandémie, comme c'est énorme. Et en moins de 6 mois. Donc pour montrer que la vitesse avec laquelle cette pandémie est en train de faire des ravages, donc à travers le monde. De façon ramassée, nous sommes à 5 340 000 personnes décédées et plus de 2 158 000 remis, donc à l'instant où nous sommes à travers le monde. Ok, donc voilà, donc nous allons essayer de passer à une autre question avant qu'on on va entrer dans plus de détails dans notre causerie. Mais essayons déjà d'aller du côté des mesures prises par chaque État du monde. Bon, nous savons qu'ici aux États-Unis, on a pris des mesures très sérieuses. Je ne sais pas quelles sont les mesures qui ont été prises au Sénégal ou dans d'autres pays d'Afrique. Qu'est-ce que vous connaissez de tout cela? Oui, merci Alain. En fait, les mesures prises, effectivement, pratiquement on dirait que la réponse, elle a été un peu la même partout à travers le monde, à quelques exceptions près. Il y a des pays qui ont pris des mesures beaucoup plus sérieuses, comme vous avez dit, comme la Corée du Sud, comme l'Allemagne, ainsi de suite. Après, il y a des assouplissements qui ont commencé à voir le jour. Au niveau du Sénégal, au début, nous avions pris des mesures un peu strictes, à savoir semi-confinement, c'est-à-dire que laisser les gens vaquer à leurs occupations, tout en essayer de faire une restriction globale de beaucoup d'activités. Toutes les activités qui ne sont pas essentielles, on était en train de les restreindre, éviter les rassemblements de façon globale, instaurer des couvre-feux, c'est-à-dire la nuit, éviter la circulation à partir de 22 h. Vraiment, au niveau du transport interurbain entre les villes, toutes ces mesures ont été prises au début et il y avait quand même malheureusement beaucoup de transgressions. Comme vous le savez, chez nous, les gens ont des astuces qui leur sont propres et malheureusement, ils n'ont pas l'habitude de suivre ce que les gens disent parce que, pour plusieurs raisons, d'aucuns ne craignant pas beaucoup la maladie parce qu'ils ne croyaient pas trop à cette pandémie, pensant que c'est une maladie venant des autres. D'aucuns également pour des mesures pour des raisons que vous imaginez, à savoir sont contraints de le faire parce que, comme vous le savez, nous sommes dans des économies les plus pauvres du monde. Nous avons ce qu'on appelle l'économie informelle qui domine notre économie, à savoir 80 à 90% de notre économie est constituée du secteur informel. Donc beaucoup de personnes avaient du mal à s'adapter à ces confinements ou bien à ces mesures qui étaient prises, qui étaient un peu drastiques. Donc, trouver des astuces pour transgresser. Et malheureusement, on a vu que de fil en aiguille, les cas continuaient. Normalement, si on avait pris ces mesures, on devrait aller dans le sens de diminuer les cas. Malheureusement, les cas ont augmenté. Je dirais même on quadruplé. Dans certaines zones même, on dirait que c'est multiplié par 20, par 30. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris ce que la stratégie du ministère de la Santé, la stratégie du gouvernement du Sénégal, est aidée par quelques récalcitrants qui sont dans des sphères étatiques. C'est dommage et regrettable parce que si tu bénéficies d'une autorisation de circuler, parce qu'il y a une complicité. Il y a des gens véreux, malheureusement, dans des commissariats, dans beaucoup de secteurs qui, malheureusement, pensaient aider des gens, parce que c'est des amis, c'est des parents, ainsi de suite, et ils leur rendaient de mauvais services. Et là, l'affaire va tourner contre tout le monde. Parce que si tu les rends service, en les permettant de se déplacer, ils ne savent pas qu'ils ont l'épidémie, la maladie. Ils vont aller, parfois c'est des porteurs sains, ce qu'on appelle porteurs asymptomatiques, qui a la maladie, il n'y a pas de signe. Mais tu peux la contaminer. Tu contamines d'autres personnes et malheureusement, les choses ont avancé. Donc vraiment, nous, c'est ça, on le déplore. On a vu que c'est des choses qui sont arrivées. Maintenant,
À un certain moment, on a vu qu'il y avait trop de restrictions. L'État a changé de stratégie. En quoi faisant, ils ont dit, tiens, pourquoi pas essayer d'aller à un assouplissement des mesures. Parce que si les gens ont des astuces à transgresser, si les gens ont des astuces à trouver des contournements, autant on essaie de les accompagner. On essaie de les faire comprendre, tiens, au début, nous ne maîtrisions pas très bien ce virus. Maintenant, avec le temps, avec les experts que nous sommes, on a fait comprendre à l'État que ce virus-là, il ne va pas disparaître de sitôt. Il faut apprendre à vivre avec ce virus. Il faut apprendre à prendre des mesures barrières. Il faut apprendre à éviter certains rassemblements. Il faut apprendre à aller dans le sens vraiment de minimiser tout risque qui pourrait permettre une contamination à grande échelle. Essayer d'éviter les couches vulnérables, essayer d'éviter les comorbidités, c'est-à-dire les maladies parallèles subjacentes qui pouvaient aider à malheureusement entraîner la mort d'homme, parce que vous le constatez dans beaucoup de pays, les morts d'hommes qu'on cite, souvent c'est des personnes âgées, c'est des personnes vulnérables qui ont ce qu'on appelle les maladies chroniques. Comme maladie chronique, comme vous le savez, il y a les drépanocytoses par exemple, il y a ce qu'on appelle les maladies hypertension artérielle cardiovasculaire, les maladies comme le diabète, ainsi de suite, la maladie asthmatique, ce qu'on appelle les problèmes bronchopathie respiratoire entre autres. Donc ces maladies-là, malheureusement, n'aident pas les gens et on essaie d'accompagner ces personnes-là avec une communication apaisante, avec une communication accompagnée des psychologues, des psychiatres, qui permettent de ne pas vexer les gens, qui permettent de les faire comprendre, c'est pour vous protéger et protéger tout le monde qu'on essaie de discuter avec les gens en leur disant mettez vos masques, utilisez des gels hydroalcooliques, utilisez des solutions comment dirais-je, à base de savon ou de javel pour vous nettoyer, vraiment éviter le maximum les rassemblements. Et là, on arrivera à accompagner les gens et à permettre un assouplissement. Parce que vous imaginez, M. Alain, un pays comme le Sénégal, avec le confinement, perdait chaque jour au quotidien 50 milliards de francs CFA. Vous imaginez 50 milliards de francs CFA, c'est aux alentours de 30 millions d'euros, de dollars. Donc chaque jour, si on perd ça, c'est pas bon. Donc on était obligé de voir comment on va accompagner les populations et essayer de trouver des mesures qui nous permettront vraiment de sortir de ce marasme économique. Parce que c'est important qu'on pense au virus, mais c'est important également qu'on pense aux gens qui doivent vivre, qui doivent travailler. L'économie doit avancer. Tout arrêter, tout dire confinement total. Depuis le début, je fais partie des théoriciens du non-confinement dans nos pays-là parce que ça ne rime pas avec notre économie. Parce que c'est des pays pauvres, parce que c'est des pays qui n'ont pas des économies avancées, parce que c'est des pays qui sont ce qu'on appelle l'économie informelle. Et les gens ont besoin de vivre au jour le jour, au quotidien. Si tu ne permets pas à ces personnes-là de travailler, et malheureusement, c'est des transgressions, c'est des attroupements, c'est des problèmes. Et même la famine peut venir dans ces pays-là. Donc vraiment, c'est ce qui a fait que l'État a essayé ce qu'on appelle un assouplissement en accompagnant les populations petit à petit et essayer de les conscientiser davantage. Sortez, mais sortez avec vos masques, sortez, mais lavez-vous les mains, sortez, mais évitez vraiment les rassemblements, toussez sur le creux du coude, évitez certaines choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce sont des mesures de façon ramassée qu'on a essayé d'instaurer pour accompagner les gens afin de pouvoir sortir du marasme économique dans lequel nous étions. Wow, docteur, ben, est-ce que les gens au Sénégal ont vraiment pris conscience de l'ampleur de ce coronavirus et selon vous, pourquoi au début les gens ont négligé cette maladie, ils disaient c'est la maladie des autres, aujourd'hui ils se rendent compte que ce n'est pas la maladie des autres mais c'est la maladie de tout le monde? Merci M. Alain, effectivement, vous avez raison, il y a des gens qui l'ont compris mais il y a des gens qui ne l'ont pas compris. Je dirais que là où nous avons péché, c'est au niveau de la communication. Vous savez, n'importe qui n'est pas, Dr Ba n'est pas un spécialiste de la communication. Peut-être monsieur le directeur Babassi est un spécialiste de la communication. Il y a certains gens qui sont mieux habilités à discuter avec les populations. Il y a ce qu'on appelle les porteurs d'opinion, les porteurs d'opinion. Des gens qui peuvent discuter avec les populations. Chez nous, il y a des structures qui sont dédiées à ça. Même au niveau de la santé, il y a ce qu'on appelle les marraines de quartier, qui ont l'habitude de discuter avec les femmes pour les problèmes concernant le malaria, c'est-à-dire le paludisme, pour les problèmes concernant la planification familiale, pour des problèmes concernant beaucoup de pathologies. Donc, ça serait bien d'impliquer toutes ces populations-là
Et il y a des leaders d'opinion qui sont très puissants. Chez nous, il y a ce qu'on appelle les familles religieuses. Il y a ce qu'on appelle les leaders d'opinion qui ont une notoriété au sein de la population, qui frisent même vraiment de façon extraordinaire. Tout le monde sait que ces gens-là sont des porteurs de voix. Ça serait bien qu'on associe ces personnes-là dans la communication. Malheureusement, au début, c'est le ministère qui faisait ces communications. On n'avait pas associé tout le monde. Il n'y avait pas une stratégie descendante. Donc, si la communication elle est ascendante, c'est totalement différent. Donc, moi, je pense que c'est ça qui a fait que les gens n'avaient pas beaucoup pris au sérieux cette pandémie. Donc, de fil en aiguille, les cas continuaient. Les cas continuaient. Beaucoup de personnes ne prenaient pas en compte tout ce dont on parlait. Et, comme vous savez, en Afrique, ce n'est pas l'Europe, par exemple, ce n'est pas les États-Unis. Nous avons des familles africaines qui sont larges. C'est une famille de 20 personnes, de 30 personnes. Donc, ce n'est pas toujours facile. Si une personne est infectée dans une famille, malheureusement, c'est le colossum. C'est-à-dire que tu vas contaminer vraiment beaucoup de personnes, 30 personnes, 40 personnes, parce que la façon dont nous vivons, la chaleur humaine qui existe chez nous, tout ça a fait que tout n'est pas favorable chez nous. Donc ça, c'est des choses qui sont là, que nous avons constatées. On a pêché un tout petit peu au niveau de la communication. Ça serait très bien d'impliquer tout le monde, sachant notre façon de vivre, sachant notre façon de penser, sachant notre façon de, comment dirais-je, notre culturellement, l'aspect qui est là, qui est incontournable chez nous, l'aspect culturel, la façon dont nous, la chaleur humaine, la façon dont nous on est. Si ces gens de pathologie-là viennent là, avec la façon dont ça se contamine, et malheureusement, c'est une catastrophe. Et ce qu'on a constaté, heureusement, encore une fois chez nous, bon, heureusement, malheureusement, l'espérance de vie n'est pas élevée en Afrique, vous le savez, vers 5 personnes, pratiquement 5% des populations chez nous ont plus de 65 ans. Malheureusement, ces personnes-là, si elles ont la maladie, c'est une catastrophe. Parce que beaucoup parmi ces personnes-là ont ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques. Et surtout, ne sont pas conscients que ces personnes-là ont ces maladies-là. Et c'est ce qui fait le danger. Tu peux avoir le diabète, tu peux avoir l'hypertension, tu peux avoir l'asthme, tu peux avoir d'autres pathologies, tu ne sais même pas qu'il y a ces pathologies-là. Donc, si la COVID-19 vient se greffer à ça, malheureusement, tu peux décéder de ces maladies parce que le virus est tellement puissant et tellement pathogène. La façon dont il attaque ces personnes-là, c'est différent d'une personne qui est saine, qui n'a pas beaucoup de complications. Et on a constaté tous ces facteurs-là qui ne sont pas vraiment favorables à l'environnement propice pour vraiment éradiquer de sitôt cette pandémie qui est Covid-19. Oui, on reçoit aussi beaucoup des informations là concernant, par exemple, l'utilisation de certains médicaments. On a eu des informations que, par exemple, le président de la République de Madagascar a retrouvé certains médicaments. Alors, comment ça se passe? Il y a des médicaments déjà ou il n'y a pas de médicaments? Parce que c'est chaque pays qui dit qu'ils ont trouvé des médicaments. En France, c'était la chloroquine. Au Madagascar, c'était, je ne me rappelle pas du nom. Donc, d'où on se trouve actuellement, docteur? À quel niveau on se trouve? Oui, vous savez, effectivement, il y a beaucoup de supputations. Je l'avais dit tantôt, et ça ne me surprend pas, hein, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, comme je l'avais dit. Et trouver un vaccin, c'est une aubaine pour les industries pharmaceutiques, ça je le dis personnellement, parce que le monde est vraiment en attente d'un sésame. Un vaccin, ça constitue vraiment le remède idéal. Donc tous les laboratoires s'activent, qui entendent parfois des gens même qui proposent des anticorps, du sang humain, c'est-à-dire qu'on va injecter aux gens pour soigner. Il y a beaucoup de pistes qui sont en train d'être exploitées. Et donc pendant ce temps-là, il y a un remède que nos amis malgaches, à travers le docteur Jérôme aussi, le collègue congolais, qui a fait une très bonne étude sur ça, que j'ai beaucoup apprécié, qui consiste à proposer un remède à base de plantes médicinales, c'est-à-dire Artemisia. L'artémisie, vous savez, c'est des plantes qui sont très importantes chez nous. C'est une plante chinoise qui date de plus de 1000 ans. Et c'est une plante qui est utilisée, qui a des vertus scientifiques prouvées sur ce qu'on appelle la malaria, c'est-à-dire le paludisme. Et vraiment, l'artémisinine, au Sénégal, on utilise ce qu'on appelle les ACT. Artémisinine, combinaison thérapeutique. C'est-à-dire c'est les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. C'est-à-dire c'est l'artémisinine mélangée à d'autres produits. Donc voilà. Maintenant,
ce produit-là, au niveau de Madagascar, ils ont trouvé des vertus. Ils pensent que vraiment ça règle le problème de la COVID-19. Maintenant, vous savez, un médicament, c'est quand même quelque chose qui est scientifique. C'est quelque chose quand même qui est destiné à être utilisé pour la vie d'une personne. Donc, on doit y aller lentement et sûrement. Par exemple, lorsqu'on a eu écho de ça au niveau du Sénégal, il y a un comité scientifique qui s'est constitué. Ils sont en train d'étudier les effets, tout ce qui va avec cette Covid organique. Est-ce que les effets favorables sont supérieurs, ce qu'on appelle l'effet bénéfice-risque, est supérieur aux effets néfastes et autres. Et donc, vraiment, moi, je suis avec cette approche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exclure quelque chose. Parce que les plantes médicinales, elles sont les parents des médicaments. Tous les médicaments que nous prenons maintenant, c'est des médicaments qui sont fabriqués au niveau industriel. Mais les médicaments industriels, les matières premières, c'est les plantes médicinales. Donc vraiment, il ne faut pas oublier que ces plantes médicinales-là ont des scientifiques avérés qui ont toujours servi à quelque chose. Et nous avons une tradition. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat d'État, c'est ce qu'on appelle l'itinéraire thérapeutique dans la Basse-Casamance, c'est-à-dire c'est le Sénégal, le sud du Sénégal septentrional. Et j'ai vu comment les gens se soignent. J'ai vu des études que j'ai menées également avec l'OMS m'a réconforté dans beaucoup de pays du Sud. 80% des patients se soignent à travers les plantes médicinales. Donc vraiment, les plantes médicinales, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, beaucoup de personnes, avant d'aller se soigner ou bien consulter un professionnel de santé, ont recours à ces plantes. Et ces plantes ont des vertus sérieuses sur le plan antihypertenseur, sur le plan diabétique, sur le plan cardiovasculaire, sur le plan vraiment céphalé, c'est-à-dire les maux de tête, sur beaucoup de choses. Ces plantes-là ont des vertus. Nos ancêtres, n'oublions pas, utilisaient ces plantes-là. Et au niveau d'un pays comme le Madagascar, c'est un hub en plantes médicinales. Il y a tellement de ressources naturelles sur les plantes médicinales. C'est tellement ce qu'on appelle leur pharmacopée traditionnelle est tellement bien développée, est tellement bien équipée et peut servir à beaucoup de choses. Donc moi, j'aimerais que l'OMS, que les scientifiques à travers le monde exploitent ces retombées-là, ces vertus scientifiques, ces vertus thérapeutiques qui peuvent être vraiment une solution à l'humanité. Il ne faut pas rejeter ça. Non, il faut vraiment essayer de l'exploiter, voir quelles sont les vertus qu'on peut utiliser. Il y a des vertus antivirales qui peuvent servir à diminuer la ténicité ou bien la dangerosité ou bien la pathogénicité du virus Covid-19. Donc moi, je pense que l'optique du Sénégal, c'est de faire des études sur ça complémentaires, essayer de voir le pour et le contre. Et il y a ce qu'on appelle un comité national d'éthique qui va statuer. Après les études scientifiques qui sont menées, le comité national va statuer pour voir l'importance ou bien l'utilité d'utiliser C'est ce que je voulais rajouter sur ça. Encore une fois, je salue cette initiative. J'aimerais qu'on exploite cette initiative et qu'on essaie de voir l'importance de ces plantes qui peuvent être utiles pour l'humanité toute entière. Pas pour l'Afrique, mais non, l'humanité toute entière pour bénéficier de ça. Parce que cette Covid-là, je t'ai dit que ça n'a épargné aucun continent. On est à 5 millions de personnes touchées. 340 000 personnes sont décédées. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Je vous donne un titre d'exemple. En l'année 2019, la malaria, le paludisme, qui fait partie des pathologies qui tuent le plus, était aux alentours de 500 000 personnes qui avaient tué aux alentours de 500 000 personnes. Et nous, en moins de 6 mois, on est à 340 000 personnes qui sont décédées de la COVID-19. Donc pour vous dire qu'on ne sait même pas où est-ce qu'on en sera d'ici 1 an, d'ici 2 ans. Donc vraiment, j'aimerais qu'on ne néglige absolument rien, qu'on exploite ces retombées, je dirais même c'est des cadeaux du ciel, pour voir qu'est-ce qu'on peut retirer de bon par rapport à ça et ne pas exclusivement utiliser la voie industrielle. Vraiment, il ne faut pas négliger les plantes médicinales. On a des vertus certaines dans ces plantes médicinales et surtout à travers l'Afrique, à travers l'Amérique latine, et ainsi de suite. Ouais, et je me rappelle pas, vous nous avez donné un nom là sur la quantité des gens qui sont morts au Sénégal. Vous avez donné, je me rappelle plus du mot. Combien de gens sont décédés au Sénégal du coronavirus? 34. Alors, 34. Et combien de gens ont été soignés? On a soigné 1416 guéris qui sont sortis de l'hôpital. À l'instant, nous avons 1525 dans les hôpitaux qui sont sous traitement. 1525 sont sous traitement. Quelle est la méthode donc, que le Sénégal a utilisée pour soigner ces 1000 personnes qui ont été guéries?
Merci Alain. Nous avons une méthode, c'est-à-dire qu'au début, c'était exclusivement ce qu'on appelle un traitement. Traitement symptomatique veut dire il y a un mal de tête, on donne un médicament contre le mal de tête. Tu as un mal de gorge, on donne un médicament contre le mal de gorge. Tu as un mal au niveau du pied, on donne un médicament contre le mal de pied. Tu es fatigué, on donne un médicament anti-fatigue, anti-asthénique. Maintenant, à un certain moment, il y avait un remède que le professeur Raoul, c'est-à-dire c'est un Français qui est né au Sénégal, bien sûr, qui a développé une étude qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la chloroquine. L'étude consistait à utiliser la chloroquine sous sa forme hydroxyque. L'hydroxychloroquine, au début, on a associé à certains patients l'hydroxychloroquine, c'est-à-dire qu'on les donnait ce médicament-là en y ajoutant les médicaments symptomatiques qu'on donnait habituellement à ces patients. Lorsqu'on a fait la seconde phase, on a ajouté ce qu'on appelle un antibiotique, parce que c'est des macrolides, ça s'appelle azithromycine. Donc au Sénégal, on a utilisé azithromycine associée à la chloroquine, mais pas pour tous les patients. Attention, il y a des patients qui peuvent prendre ces médicaments. Il y a des patients qui ont des effets secondaires lorsqu'on les donne ces médicaments. Donc ces patients-là avaient des antécédents. Comme vous savez, en Afrique, nous sommes dans un milieu tropical où le paludisme, la malaria, était endo-épidémique. C'est même, je dirais, c'est endémique. Donc nous tous, on connaît très bien la chloroquine. Et je rappelle, c'est en 2005 qu'on a sorti la chloroquine de notre protocole de traitement contre le paludisme au Sénégal. On a remplacé ça par les médicaments dont je disais, à base d'artémisinine, ce qu'on appelle les ACT, artémisinine combinaison thérapeutique. Donc, tout le monde connaît ce médicament. Il y a des gens, le médecin traitant, il discute avec les gens. Est-ce que vous avez des antécédents pour la chloroquine? Si oui, vous ne le prenez pas. Est-ce que vous n'avez pas d'antécédents? Ainsi de suite. Donc, en questionnant les gens, on a compris qu'il y a des gens qui ne peuvent pas les prendre. Il y a des gens qui peuvent les prendre. Il y a des gens qui les ont pris, ça les a réussi. Qui les ont pris, ça ne les a pas réussi. Ainsi de suite. Donc vraiment, c'est ce traitement-là qu'on a adopté au Sénégal. Et Dieu merci, depuis lors, il y a quelques décès quand même, 34, c'est beaucoup, mais c'est moins grave par rapport au 1976. Si on te dit que 1400 sont guéris, 1500 sont sous traitement, donc on peut dire que vraiment la proportion elle est très importante. On peut dire que Dieu merci, certains sont guéris, d'autres sont sous traitement, et on pense beaucoup, de jour en jour, beaucoup guérissent. Et aussi, il y a des gens, on fait des tests pour voir est-ce que tu es remis. On refait le test 2 à 3 fois avant de sortir le patient, parce qu'on sait que ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire le taux de virus dans le corps, s'il devient indétectable fondamentalement, donc on peut se permettre de libérer la personne parce qu'on sait qu'il ne peut plus la contaminer à ses concitoyens s'il sort de l'hôpital. Donc vraiment, c'est la stratégie utilisée chez nous depuis lors. Ok, docteur, mais est-ce que vous avez eu l'opportunité sur place ou bien est-ce que vous avez eu l'information de savoir si les gens déjà au niveau du Sénégal ont pu utiliser des instruments? Vous avez parlé de l'artémisia aussi qui a été découvert par le Madagascar. Ces gens, ils envoient même des cartons partout en Afrique gratuitement. Est-ce que vous avez pu utiliser aussi ce médicament? Officiellement, non. Je l'avais expliqué tout à l'heure. Comment ça se passe? Au Sénégal, lorsque le médicament, c'est-à-dire lorsqu'on a reçu les remèdes de malgache, c'est-à-dire la Covid organique, il y a la direction de la pharmacie et du médicament. C'est ce qu'on appelle au Sénégal l'autorité réglementaire qui réglemente tout ce qui est médicament. L'autorité a pris les échantillons, a donné ça à un comité scientifique qui est en train de les étudier pour voir leur efficacité. On fait ce qu'on appelle les essais thérapeutiques. C'est-à-dire on essaie, l'efficacité thérapeutique c'est plus facile, les essais cliniques pour voir, mais ce qui est plus facile ça, on ne fait même pas d'essais cliniques, ce n'est pas des médicaments, c'est des remèdes à base de plantes. On fait ce qu'on appelle, on vérifie l'efficacité thérapeutique. On donne ça au niveau laboratoire à des cobayes, bon, c'est un travail scientifique. Maintenant, il y a des gens à qui on va le donner pour tester, pour voir l'efficacité. Donc pour l'instant, on en est là. Maintenant, tu entends à gauche, à droite des gens qui se procurent du produit, qui l'utilisent, mais officieusement. Mais au niveau officiel, vraiment le ministère de la Santé, pour l'instant, n'a pas encore donné l'autorisation pour l'utilisation de l'artémisinine, c'est-à-dire la Covid organique, c'est-à-dire le médicament malgache. Officiellement au Sénégal, on ne l'a pas encore utilisé. On est quand même dans la recherche pour voir est-ce qu'il y a possibilité de l'utiliser, est-ce que non. Il y aura toujours des experts qui vont parler, il y a un comité d'éthique composé d'experts qui vont toujours donner leur... Il y a un débat contradictoire scientifique, c'est important, c'est la chef nourricière de la science, c'est-à-dire tout le monde donnera son avis sur l'importance ou bien la non-importance de l'utilisation de cette Covid organique à travers les patients souffrant de Covid-19.
Bon, et pourquoi alors vous avez décidé d'utiliser la chloroquine? Moi-même, j'ai envie de dire oui, de te poser la même, de te dire oui, je ne sais pas, de poser la même question. C'est-à-dire que peut-être la chloroquine, l'importance avec la chloroquine, c'est un médicament que nous avons. Il avait une AMM, autorisation de mise sur le marché, et tout le monde connaît ses vertus depuis toujours. Et nous, on est un pays sahélien qui connaît le paludisme, la malaria. Donc vraiment, on connaît très bien ce médicament, on connaît très bien ces maladies-là, au point qu'on peut s'aventurer à le faire. Maintenant, la Covid organique, ça a malchance, ce n'était pas un médicament industriel. Du coup, il y a toujours des réticences parce que, comme je l'ai dit, c'est un débat contradictoire. Il y a des gens comme moi, j'allais l'utiliser, j'allais l'utiliser sans se poser des questions parce que je n'ai rien par rapport à ces médicaments-là. Je pense que les gens qui l'ont fait, c'est des scientifiques comme moi qui ont fait des études sérieuses et l'ont donné à des personnes. J'aurais aimé l'utiliser à titre même de pilote pour voir ce que ça va donner. Maintenant, je ne suis pas à la place du professeur responsable qui a pris cette décision-là, honnêtement, et je respecte son avis aussi, mais je pense qu'on va y arriver. Parce que franchement, moi, j'ai confiance à cette Covid organique, je le dis directement. Hein. Je pense qu'elle a des vertus et j'ose croire qu'elle pouvait faire notre affaire. Maintenant, le doute est permis, on est en science, tout un chacun donne son avis et on verra ce que ça va donner d'ici peu. Je pense que vraiment le comité d'éthique aussi ne tardera pas à donner sa réponse par rapport à ça. Donc c'est un peu ça. Ok, bon, maintenant l'autre question avant que je passe à peut-être mon avant-dernière question ou peut-être ma dernière question, c'est de savoir, alors, si on a testé la chloroquine au Sénégal, et on a constaté que la chloroquine a guéri 1000 personnes, et voilà, ça a traité quelques personnes. Pourquoi ne pas adapter cette chloroquine ou bien ce programme à tous les malades? Ou alors, et on est toujours là en train d'attendre un vaccin magique pour traiter les gens, alors qu'il y a déjà cette chloroquine qui permet de traiter les gens. Pourquoi atteindre un autre médicament alors que vous avez déjà pu traiter les gens au Sénégal avec la chloroquine? Vous me suivez? Oui, je vous suis. Je ne sais pas si vous avez suivi ma... Merci, Alain. Non, je veux dire, je préfère faire une précision quand même. Non. Tous les patients... Est-ce que vous avez suivi ma question? Oui, j'ai bien suivi. J'ai bien suivi. J'ai dit, tous les 1400 patients ne sont pas guéris de la chloroquine. Ça, je préfère être clair. Ok, ils sont guéris de quoi? Ils sont guéris de quoi? Parce que mon problème est le suivant. Est-ce que le Sénégal aujourd'hui a en disposition de tout le matériel nécessaire qui permet de tester les gens sur le coronavirus? Ou alors chacun vient avec son problème? Bon, c'est après que vous sachiez que bon, ce groupe-ci a le coronavirus ou bien l'autre groupe n'a pas le coronavirus. Comment détecter les gens qui ont le coronavirus? Monsieur Alain, oui. Tout n'est pas guéri de la chloroquine. Beaucoup de personnes, la chloroquine, elle n'est adaptée que pour certaines personnes. Il y a des personnes qui ne peuvent pas les prendre. De un, c'est des médicaments qui ont des effets cardiotoxiques, ça c'est clair. Pour certaines personnes, lorsqu'ils les prennent, ils ont montré, ou bien on a constaté des effets secondaires à base d'effets cardiaques. Et ça a fait des dégâts. Donc vraiment, on y va lentement et sûrement. Il y a des gens qui ont montré clairement qu'ils peuvent... Oui, malheureusement, nous avons quelques problèmes techniques là avec la connexion avec le Sénégal. Nous espérons que nous espérons que la connexion va se rétablir. Oui, docteur, oui. on avait été coupé. Je disais, attention, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas les prendre parce qu'ils ont des soucis cardiaques et autres. Il y a des gens qui ont des antécédents connus parce qu'ils connaissent très bien et malheureusement, pour eux, ils ne peuvent pas les prendre. Autre chose, beaucoup de personnes aussi, il faut le faire comprendre, ils ont pris un traumatique. Parce que la COVID, quels sont les signes? C'est des écoulements nasales, c'est un mal de tête, c'est un enrouement, mal de gorge, une angine. Ça, il y a des médicaments pour ça. Et au niveau des hôpitaux, nous avons des médicaments pour ça. Et c'est ces médicaments-là que nous donnons, et on a donné ces médicaments, les médecins traitants ont donné ces médicaments
aux patients qui sont guéris. Vraiment, c'est important que je le précise, le traitement, il est symptomatique. Maintenant, la chloroquine, elle est associée et elle a trouvé une solution. Maintenant, pourquoi on ne peut pas le généraliser? On est en science. La science, c'est du concret. La science, c'est du réel. La science, c'est pas par rapport au constat. Au Sénégal, on a guéri 1000 personnes. Tiens, on le généralise. Non, c'est pas comme ça. Au niveau de la Chine, au niveau de l'Angleterre, on a fait, il y a des labos scientifiques sérieux, des instituts qui ont fait des études, et ont montré vraiment que la chloroquine n'a pas un effet réel par rapport à la guérison de ces malades. Et moi, je dis que c'est une étude sérieuse qui a été menée de façon scientifique sur un échantillonnage très intéressant. Et donc, on ne peut pas se permettre, le Sénégal a trouvé une solution, tiens, on le généralise. Je donne un exemple, par exemple, la France. La France, on a vu en France, par exemple, Marseille, professeur Raoul, il dit qu'il a trouvé une solution pour beaucoup de patients. À Paris, il n'y a pas la même chose qui est à Paris. La souche de virus qui est à Marseille, ce n'est pas la même chose qui est à Paris. Les patients qui sont à Paris, malheureusement, beaucoup ont succombé après avoir pris la chloroquine. Donc la chloroquine n'a rien servi. Donc pour dire que la chloroquine, il faut relativiser. On ne peut pas pour l'instant se permettre de donner la chloroquine de façon globale. On ne peut pas parce que vraiment, elle n'a pas donné des résultats partout. Maintenant, si on avait un échantillonnage, je l'avais dit dans l'émission précédente, si on avait un échantillonnage large, sur 1 million de personnes, on soigne moyennant 800 000, 900 000 personnes, là, on peut se permettre de les généraliser. On fait des publications sur ça. Mais vraiment, pour un singleton, c'est-à-dire un pays comme le Sénégal, avec moins de 1000 cas, on ne peut pas se permettre de généraliser, parce que des réalités diffèrent d'un pays à un autre. Donc vraiment, et le virus, il a des souches différentes. On a constaté que la souche qui sévit en Europe, ce n'est pas la même chose qui sévit au Sénégal. Même au Sénégal, certains bureaux ont vu plusieurs types de souches. On a vu minimum 2 à 3 types. Quelqu'un même m'a dit hier qu'ils ont vu 4 types de souches de virus Covid-19 au Sénégal. Pour dire que, pour l'instant, on n'a pas toutes les informations pour pouvoir se permettre d'aller dans cette aventure-là, ou bien de généraliser l'utilisation, par exemple, de la chloroquine à l'image de beaucoup de médicaments. Il y a beaucoup de médicaments à travers le monde qu'on est en train d'expérimenter. On pense qu'on trouve là une solution afin que ça soit généralisé, mais à l'instant où nous sommes vraiment, c'est très prématuré pour de pouvoir ou bien de vouloir généraliser l'utilisation de la chloroquine dans d'autres pays. Honnêtement, scientifiquement, on ne peut pas aller dans ça. En toute rigueur, rien ne le justifie. Et quand même, on a dit sur la vie des gens, il faut faire attention pour ne pas créer l'effet inverse. Donc, vous pouvez confirmer que le Covid organique trouvé par le Madagascar n'a pas encore été utilisé au Sénégal? Officiellement, je le confirme. Officiellement. Maintenant, par des voies détournées, comme vous le savez, peut-être il y a des gens qui l'utilisent. Mais le ministère de la Santé, vraiment, à travers le programme, officiellement, on ne l'a pas encore. Et donc, le ministère de la Santé est encore en train de faire les études sur ce médicament, je crois. Affirmatif. Affirmatif. Il y a un comité scientifique pharmaceutique qui est en train de statuer sur ça. Ouais, mais... Si le travail est fini, on va aller au niveau comité d'éthique pour voir la nécessité d'y aller ou pas. Oui, docteur, vous ne m'avez pas répondu à une question que je vous ai posée. Comment on teste les gens atteints du coronavirus au Sénégal? Comment ils sont testés? Comment on sait que telle personne a le coronavirus, telle autre n'a pas? Bon, vous savez, il y a plusieurs tests qui sont appliqués, mais les tests fondamentaux qu'on utilise au Sénégal, c'est au niveau de la bouche, c'est-à-dire avec une sorte de, on appelle ça le spéculum qu'on utilise on met au niveau de l'écouvillon, autant pour moi, au niveau de la bouche et au niveau de la narine. Fondamentalement, au Sénégal, pour l'instant, c'est les deux tests qui sont là. Maintenant, il y a beaucoup de tests, hein. Il y a vraiment, je précise, il y a des tests sérologiques, il y a des tests, plusieurs tests existent à travers le monde. Mais pour l'instant, au Sénégal, on en était aux deux. L'écouvillon au niveau de la bouche, c'est-à-dire on met au niveau de la langue pour recueillir quelques crachats, comme vous le savez, la salive, parce que le virus se lose là-bas, et au niveau de nos narines, parce qu'également au niveau des écoulements nasales, il y a, ou bien les écoulements nasaux, on sait que le virus, c'est son terrain de prédilection. Pour l'instant, c'est les deux qu'on fait, mais il y a plusieurs tests, hein, encore une fois. Il y a plusieurs tests qui sont en train d'être faits. Mais d'un pays à un autre, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a, tout ce qu'on utilise, et on va aller vers une généralisation. On pense même à aller vers les kits tests, c'est-à-dire TDR, rapide diagnostic test. Je pense que c'est la forme idéale. Si on a un test de diagnostic rapide, si on fait avec le malaria ou bien avec le HIV, c'est-à-dire le VIH-Sida, ça va être plus facile et pas plus rapide.
Ça permettra à la personne de savoir en 15 minutes, 5 minutes, qu'est-ce que tu as, ton statut. Si tu as la pandémie ou si tu ne l'as pas, à mon avis, c'est plus simple. Maintenant, comme vous le savez, tout est venu de façon anormale et c'est rapide. Il faut vraiment un peu de temps pour en arriver là. Et nous sommes des pays à revenus moindres, donc on n'a pas tous les moyens pour le faire. Parce que vous le savez, par exemple, au Sénégal, on a dépensé minimum 2 milliards depuis le 2 mars pour les tests. Le 20 mai passé, le rapport qui a été établi, on était aux alentours de 2 milliards de francs CFA, vous imaginez. Donc, c'est beaucoup d'argent qu'on a mis pour en arriver là. Donc, vraiment, il faut y aller étape par étape et pour ne pas vraiment trop bousculer afin d'avoir des soucis également parce que l'économie doit continuer à avancer parce que les gens aussi en ont besoin pour vivre parce que nous sommes encore une fois des pays un peu pauvres et qui n'ont pas des ressources additionnelles qui nous permettent vraiment de se soulager par rapport au monde que nous sommes en train de vivre avec tellement de mutations et tellement de changements, ce n'est pas toujours évident. Oui, docteur, c'est de là où je voudrais venir avec ma question. Actuellement, la majorité des pays du monde sont en train de se déconfiner, y compris le Sénégal. Et les méthodes de déconfinement sont en train de se dérouler actuellement. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Oui, merci, M. Alain. Les next steps, c'est ça, les prochaines étapes. Il faut vraiment qu'on aille vers un déconfinement, mais avançons lentement et sûrement. Je parle sous l'avis de l'OMS parce que j'ai des informations sûres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, WHO, qui craint même des épisodes, des seconds épisodes d'une vague de contamination qui peut venir avec l'effet déconfinement rapide non maîtrisé. Encore une fois, parce que au début, je l'avais dit et je le répète, nous sommes des pays qui n'ont pas un système sanitaire très solide. Donc, faisons attention. J'aimerais qu'on aille doucement et éviter ce qu'on appelle d'amener des réponses exogènes à des solutions endogènes. Parce que ce qui est spécifique à la France ne l'est pas avec le Cameroun. Ce qui est spécifique aux États-Unis ne l'est pas au Sénégal. Donc, essayons de faire attention. Les réalités qui sont dans certains pays ne le sont pas dans nos pays. Donc vraiment, j'en interpelle à nous-mêmes, aux dirigeants, aux leaders, au niveau sanitaire, au niveau mondial, parce que vous savez, la souveraineté sanitaire maintenant interpelle tout un chacun. J'avais dit ici, j'appelle à une souveraineté, j'appelle à une synergie de l'Afrique, j'appelle à une synergie de l'Union africaine, parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle Control Disease Center, les centres de traitement et de prévention des maladies. Elle est en train de parler, j'aimerais qu'elle parle davantage à nos États de faire attention avec les effets de déconfinement. Je suis d'accord, on ne peut pas fermer tout. Il faut essayer de laisser les gens qui sont dans le commerce informel, il faut essayer de trouver des solutions pour permettre à des gens de vaquer à leurs occupations, pour vivre. Parce qu'encore une fois, sinon on va se retrouver en problème de subsistance. Mais avançons lentement et sûrement. Encore une fois, n'oublions pas les mesures barrières. Les mesures barrières, un masque qu'on porte au niveau... C'est important, j'aimerais même faire une démonstration avec un masque parce qu'on me l'a demandé. C'est important qu'on montre aux gens qu'il faut porter un masque. Portons un masque, couvrons-nous, protégeons notre famille. C'est important parce que ça permet vraiment d'éviter de contaminer la maladie, d'éviter d'être infecté et ça permet vraiment d'aider beaucoup de gens. N'hésitons pas également à se laver les mains. Lavons-nous les mains régulièrement. Lavons-nous les mains régulièrement parce qu'on ne sait pas avec quoi on est entré en contact. Nous qui allons dans les mosquées, c'est-à-dire les musulmans et autres, utilisons des nappes spécifiques parce que beaucoup de lieux de prière, les lieux de culte sont ouverts. Amenons nos nappes. En rentrant, ramenons nos nappes. Parce qu'il faut aller prier dans un lieu de culte. Malheureusement, que j'aimerais dire à des gens d'utiliser, de faire attention. Le déconfinement, il est bon, mais allons-y lentement et sûrement. Utilisons nos propres réponses aux problèmes endogènes en nous. N'importons pas les réponses. Utilisons les réponses qui sont spécifiques à nous.
afin de pouvoir juguler, afin de pouvoir endiguer, afin de pouvoir éradiquer, ne serait-ce cette pandémie-là qui est en train de nous fatiguer. Vraiment, moi, j'insiste sur ça, parce que sinon, on peut faire des erreurs de stratégie et ça peut conduire à des soucis. Nous ne suivons pas toujours les hauts d'en haut qui ont une souveraineté sanitaire, qui ont une souveraineté sur beaucoup de choses. Nous savons que nos économies sont un peu faibles, nos systèmes sanitaires ne sont pas toujours des meilleurs. Et vous imaginez, chez nous, par exemple, on est au bord de la limite. 1500 personnes qu'on soigne dans des hôpitaux, vous imaginez, c'est beaucoup. C'est pas toujours facile. Si ça continue, est-ce que même on peut contenir ça? S'il y a une seconde vague, on n'en souhaite pas, mais ça risque d'être compliqué. Et ce qui est valable chez moi, c'est au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée, un peu partout, parce que nous sommes les mêmes. Nous avons les mêmes pratiquement spécificités au niveau de nos pays-là. Vraiment, j'insiste sur ça, aux leaders de faire doucement, de faire attention, avançons lentement, sûrement, communiquons le maximum dans les langues nationales, dans les langues locales, discutons avec les gens, n'hésitons pas à les faire comprendre la situation. Passons des spots publicitaires. Vous, les secteurs de la presse, vous avez ce qu'on appelle souvent la communication, c'est le quatrième pouvoir. Discutez, parlez, n'hésitez pas à donner le maximum de temps à cette communication-là, afin que tout un chacun comprenne l'importance de ces barrières pour éviter le maximum cette propagation de cette pandémie qui peut être vraiment une conséquence néfaste par rapport à la vie de nos populations. Merci docteur, merci vraiment pour votre temps et merci pour ce que vous faites pour la communauté sénégalaise et pour la communauté africaine. Donc merci vraiment et on se retrouvera peut-être certainement prochainement si vous aurez encore des nouvelles idées, des choses à dire. Nous serons très heureux de vous recevoir ici sur Afrique Today. Merci à Vision Africaine TV, la télévision basée au Sénégal, qui nous a permis donc la retransmission en direct de cette interview avec le docteur. Donc merci à ceux qui s'étaient donc connectés durant presque une heure ici sur Afrique Today. Donc c'était donc Afrique Today. Je vous rappelle que j'avais du côté du Sénégal le docteur Aliouba qui était donc avec moi et qui nous expliquait les effets de la pandémie et ce qui se passe actuellement dans le monde et en particulier au Sénégal. Alors restez connectés. Comment regarder donc Afrique Today? C'est très très simple. Vous pouvez regarder Afrique Today sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Afrique Today est déjà disponible sur toutes les Smart TV. Téléchargez nos applications et vous allez regarder Afrique Today partout. Restez connectés. Avec un petit retard, nous allons commencer notre mission Transformation Point. Juste après une certaine petite pause, ce sera Transformation Point. Alors restez connectés. Je m'appelle Alain Pierre et je vous retrouve certainement dimanche prochain ou alors d'autres jours. Dès que nous avons des nouvelles, nous allons faire des émissions pour vous. Nous sommes là au service de la communauté. Nous sommes là pour vous informer. Restez connectés. C'était l'invité du dimanche. À bientôt. Bon dimanche à tout le monde.